L'Italia, l'Italia, c'est des stars. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Aujourd'hui, toujours dans ma série de Who's the Best, que j'avais déjà commencé avec l'équipe de France, qui a eu un bon. Ça a été très lucratif aussi, ce que j'ai fait sur de l'équipe de France. J'ai vu que ça a plu à beaucoup de gens et tout. Je me suis dit alors pourquoi pas me lancer une série un peu sur ça. J'ai fait sur le Cameroun, j'ai fait sur Bordeaux. Bordeaux, c'était beaucoup concentré sur les meilleurs joueurs globaux, un peu les joueurs les plus emblématiques de Bordeaux. Et même parce que je fais ce sujet parce que je trouvais un peu que bon, il y avait un peu des incohérences et de l'inculture un peu sur l'histoire un peu de ce club-là, de venir me dire que Zidane est le plus grand joueur de l'histoire de Bordeaux alors qu'il y a eu Alain Giresse. Je trouvais que c'était insultant. Ou qui a été Alain Giresse et qui est le grand joueur qu'Alain Giresse. Je ne parle pas sur le plan global. France, oui, Zidane, ok. Vous me dites que le plus grand joueur français de tous les temps, ça me dérange pas. Mais Giresse, qui est un très grand joueur de son époque et très grand joueur, je ne dirais pas juste grand joueur français, c'est grand joueur de son époque, fait partie, pour moi, est le meilleur joueur de l'histoire de Bordeaux. C'est pas Zidane, c'est lui. Tous les grandes épopées, tous les grandes victoires de Bordeaux dans les années 80, les triplés, les trois championnats de France, les deux Coupes de France, l'épopée en Ligue des Champions. La seule fois où Bordeaux est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions, c'est grâce à lui. Deux demi-finales de Coupe des Coupes aussi, c'était grâce à lui. Avec Tigana, j'ajouterais aussi Tigana à côté. Ne mettez pas Zidane au-dessus de Tigana, de Tigana et de Giresse. C'est n'importe quoi, surtout dans Alain Giresse. Alain Giresse est le plus grand joueur de l'histoire de ce club. On faut un peu ramener un peu la maison au centre du village quand j'entends un peu des conneries comme ça. C'est même pour ça que j'ai créé ma chaîne, parce que j'en ai marre d'entendre des stupidités comme ça à longueur de journée. Et j'ai décidé aussi de faire pour les milieux italiens. Bon, ça va être global. Je suis ouvert à ce qu'on me... Comment on appelle ça? On arrive encore à m'apprendre encore beaucoup sur l'Italie. J'ai une bonne connaissance un peu du football italien. Je ne dirais pas que je suis un expert du football italien. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent dans le truc. Mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai un peu appris au fur et à mesure où j'ai essayé un peu de décortiquer un peu le football de ce pays, mais maintenant il y a beaucoup de choses qui m'échappent, hein. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent et je suis ouvert à ce que s'il y a des abonnés qui connaissent mieux le football italien que moi, qui n'hésitent pas à m'éduquer, mais je vais parler un peu de mon avis personnel, un peu des joueurs que j'ai vus dans l'histoire du football italien, surtout dans l'histoire de la squadra Azzurra et même du football italien en globalité, qui m'ont marqué. Et on va pas beaucoup s'intéresser justement au milieu de terrain parce que les milieux de terrain italiens, il y a eu des grands milieux de terrain italiens. Très grands milieux italiens. Et pour moi, l'Italie est peut-être le deuxième plus grand pays d'Europe. Peut-être certains peuvent dire historiquement peut-être le plus grand pays d'Europe, hein. On dit en termes de avec elle et l'Allemagne. Maintenant, si le cas que les gens me disent historiquement c'est l'Allemagne, ça me dérange pas. Si les gens me disent c'est l'Italie, ça me dérange pas. C'est des immenses pays de ce sport-là. Ils ont eu énormément de grands joueurs, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque. Mais je veux parler surtout des milieux de terrain parce qu'ils ont eu de très beaux milieux de terrain. Déjà, je vois que un peu dans le classement qu'on a fait là, un peu aussi là, c'était un peu fantaisiste, donc j'ai décidé un peu de refaire un peu le mien. Déjà me mettre Verratti dans le top 10 des plus grands milieux de terrain italiens de tous les temps. Je trouve que c'est insultant de faire ça. C'est même pour ça aussi que j'ai décidé de faire mon truc et voilà, vas-y. On va commencer déjà, je vais parler d'abord de ce duo là. Vous voyez ce duo qui apparaît là, ce sont les deux joueurs italiens les plus marquants de cette période-là. Mazzola et Rivera. On peut pas parler de l'un sans l'autre. L'un joue à l'Inter, l'un joue à Milan, l'un a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter, l'un a gagné la Ligue des Champions avec le Milan AC. Je ne sais pas si Mazzola est Ballon d'Or, je sais que Rivera est Ballon d'Or, mais je ne suis pas sûr que Mazzola est Ballon d'Or. Je vais vérifier encore ça. J'ai l'impression qu'ils sont deux Ballons d'Or, mais j'ai l'impression que c'était Rivera qui est Ballon d'Or et Mazzola n'a jamais été bien classé, mais jamais été. Mais bon, ça n'enlève à rien parce que le fabuleux joueur qu'il a été aussi. Et il faut dire qu'en équipe d'Italie, ils ont eu à un moment donné, surtout à la Coupe du Monde 70, deux joueurs
d'une telle envergure. Le coach italien de l'époque, là, dont je vais sortir le nom, dont j'ai oublié le nom, qui était un des coachs les plus rugueux que je ne connaisse aussi, celui-là, il avait décidé que Mazzola et Rivera ne pouvaient pas jouer ensemble, ils jouaient chacun une mi-temps. C'était un peu ça, un peu qui se passait à l'époque. Et on va pas se mentir, l'équipe, ces deux gars-là, c'était vraiment des virtuoses de leur truc. Le Milan AC qui lamine, le Milan AC qui lamine, pas qui lamine, mais qui piège l'Inter, qui piège l'Ajax de Cruyff en finale de 69. C'est bien le Milan de Rivera qui avait été incroyable ce match-là. C'est un immense joueur. Souvent même, on peut dire même peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Milan AC. Ça me choquerait pas si les gens le disent. Ça me choquerait pas du tout. Un fabuleux joueur. Et Sandra, je sais pas si c'est Sandra ou Sandri Mazzola. Corrigez-moi si je fais une erreur. Mazzola aussi, c'était peut-être pour moi aussi le joueur le plus emblématique de l'Inter. Avec Facchetti, je pense, c'est le joueur le plus emblématique. Certains diront Zanetti aussi. C'est un citron de truc. Mais Mazzola, pour moi, historiquement, Mazzola, c'est l'Inter pour moi. Les premières victoires de l'Inter. Métronome de cette équipe horriblement défensive de Elenio Herrera. Si vous voulez apprendre un peu qui a été un peu l'inventeur de Catenaccio, là, l'Inter n'était pas très beau à avoir joué. Très défensif, très truc, mais elle avait réussi à gagner la Ligue des Champions. C'est deux immenses joueurs de cette époque dont vous devez connaître un peu l'existence et qui méritent d'être parlé et dont vous pouvez voir un peu les ceci sur YouTube si vous voulez un peu découvrir qui sont ces mecs. Et c'était loin d'être des petites danseuses, hein. C'était des super joueurs de l'époque, des immenses joueurs peut-être de ces deux clubs respectifs qui étaient le Milan AC et l'Inter. Après ça, on peut parler de deux joueurs, un joueur encore, peut-être un de mes joueurs italiens préférés de tous les temps aussi. Antonioni de la Coupe du Monde. Moi, je l'ai découvert quand je me suis intéressé à la Coupe d'Italie et sa Coupe du Monde 82. Il était le métronome de l'équipe d'Italie de 82. Antonioni, pour moi, il a un peu le Francesco Totti de l'époque. Comment je m'explique? C'était un numéro 10 à l'ancienne qui avait une vision de jeu truc et aussi il avait la particularité d'avoir presque fait sa carrière. Bon, il a joué après à Lausanne à la fin de sa carrière. Un autre club, il a été formé qui s'appelle Asri, je sais plus quoi là. Mais il a fait la grande majorité, c'est le joueur le plus emblématique de la Fiorentina, bien avant peut-être comment il s'appelle, les Batistuta. Parce que Batistuta est le joueur emblématique, le plus aimé de l'histoire de la Fiorentina, pour les raisons que vous connaissez. Bon, pour les raisons que vous connaissez. Mais Antonioni, c'est vraiment aussi l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire de ce club. Il a joué presque à la Fiorentina. Il n'a pas un palmarès de ouf, justement, parce qu'il a joué là-bas. Il a préféré jouer presque toute sa carrière là-bas. C'était un incroyable meneur de jeu. Sa Coupe du Monde 82 est un peu assimilable à la Coupe du Monde 2006 de Totti. Un peu assimilable à la Coupe du Monde 2006. C'était vraiment le métronome de l'équipe, incroyable dans ses visions de jeu, incroyable. J'ai été fasciné par ce jeu-là. J'ai dit, il faut que je connaisse ce mec-là. Il est incroyable, c'est qui ce gars. Et je me suis rendu compte qu'il est considéré même encore comme l'un des meilleurs joueurs italiens de tous les temps. Un des plus grands milieux de terrain aussi qu'il y a jamais eu dans l'histoire de foot de ce pays. Un fabuleux joueur. Palmarès qui ne reflète pas vraiment l'immense joueur qu'il était, et aussi le fait qu'il n'ait pas joué dans les grands clubs. Il a préféré rester beaucoup plus à la Fiorentina où il se sentait à l'aise, où il était le capitaine et l'emblème du club à l'époque là. C'est un personnage aussi que j'aime beaucoup. Donc l'histoire a un peu oublié, mais que j'ai envie de remettre un peu dans le tapis parce que j'aime bien remettre un peu des personnages comme ça. Comme ça permet aussi à des gens qui ne connaissent pas encore ce qui était ce mec-là de partir faire un peu leur recherche aussi sur un fabuleux joueur qu'il a été et tout. Antonini était un des plus beaux milieux de terrain de l'histoire du football italien et surtout de la sélection et autres et tout. Et je vais continuer tout